Nous allons maintenant plonger dans les détails entourant le contrat APA, le texte en lui-même, ainsi que chacun de ses termes. Rappelez-vous notre exemple de l'étudiant et de son université qui souhaite négocier un contrat APA. Passons maintenant à un examen attentif de clauses classiques qui paraissent correctes. L'utilisateur n'est pas autorisé à utiliser l'échantillon pour des fins commerciales. L'utilisateur n'est pas autorisé à déposer une demande de brevet. Ces deux clauses semblent clairement formulées, d'autant plus que l'on a affaire à une université et non à une entreprise. Cependant, elles contiennent des pièges vicieux, susceptibles de nuire à votre partie. Commençons par l'expression « pour des fins commerciales ». Qu'est-ce que cela signifie au juste? Vise-t-on la pommade cicatrisante, le pansement ou tout autre produit? Bien sûr que l'on vise tout cela, mais ce n'est pas tout. Pensez à tous ces processus qui utilisent notre échantillon, par exemple le tannage du cuir ou le nettoyage du métal. Le simple transfert de données numériques peut être considéré comme un cas d'utilisation commerciale. Mais la finalité commerciale débute bien avant tout cela. Elle commence dès lors que l'utilisation de l'échantillon a le potentiel de conduire à l'élaboration d'un produit, d'un procédé, d'une méthode, de données ou d'informations susceptibles d'être protégées au travers d'un brevet. La finalité commerciale résulte de ce potentiel. Même si le brevet est détenu par une université, il n'empêche que ce brevet a une valeur commerciale. Or, l'obtention des brevets fait bien partie des activités essentielles des universités. À propos de l'université, comment pouvez-vous être sûr que l'université n'agit pas au nom d'une entité ayant des intérêts commerciaux, ou qu'elle n'est pas financée pour ses recherches par une entité ayant de tels intérêts? De nos jours, le financement de la recherche universitaire au travers de tierces parties est monnaie courante. Les entreprises et les industries investissent de grosses sommes d'argent dans la recherche universitaire. Et si elles le font, c'est parce qu'elles comptent bien obtenir des résultats en contrepartie. En fait, on devrait même se poser la question suivante. Qui a payé le billet d'avion de cet étudiant? Et puis, qui sait, l'étudiant pourrait même avoir l'idée d'abandonner ses études et de créer sa propre entreprise afin de monnayer ses connaissances. Qui sait? Et comment allez-vous prouver tout cela? Il est impossible de lire dans les pensées d'autrui, et encore moins de prouver ses intentions. Or, il s'agit bien d'intention quand on parle d'utilisation commerciale. Établir une obligation sur la base d'une intention comme facteur clé conduit à des situations juridiques inextricables. Essayez d'appréhender toutes les pistes et tous les scénarios possibles. Visez le contrat en béton. Revenons un instant sur notre clause. Vous voulez interdire l'utilisation commerciale. C'est compréhensible. La question est de savoir ce qui doit se passer si la partie contractante ne s'y conforme pas. Quelles en seront les conséquences? Il est indispensable que les conséquences d'une telle violation soient clairement établies. Mais attendez, pourquoi vouloir interdire l'utilisation à des fins commerciales? Ne serait-il pas préférable de réglementer les actions et obligations de chacun de manière positive, dans la mesure où cela est possible? Par exemple, il peut s'avérer judicieux d'autoriser les activités et actions commerciales susceptibles de générer des avantages, plutôt que de les interdire purement et simplement. La clé est d'imposer des conditions exécutoires qui vous garantiront l'octroi d'une part équitable des avantages. Il vous faudra prévoir des conséquences claires en cas de violation de ces conditions. N'oubliez pas non plus qu'aucun contrat ne peut empêcher quelqu'un d'obtenir un brevet. Si la demande remplit les exigences et conditions requises, le brevet sera octroyé, indépendamment de ce qui est stipulé dans votre contrat. Bon, maintenant, vous vous souvenez de notre juge. Comme il risque de ne pas être familier avec la problématique, il sera condamné à trouver toutes ces informations, ces détails que nous venons d'aborder dans votre contrat. Ce n'est qu'alors qu'il pourra faire une évaluation correcte de l'affaire.
Alors, quelle serait une meilleure formulation pour notre exemple de clause? Comment pouvons-nous lier au mieux l'université? Au cas où l'utilisateur prendrait des mesures en vue de l'utilisation commerciale de toute partie de l'objet du contrat ou d'activités commerciales en lien avec cet objet, l'utilisateur devra, à tout stade du processus d'innovation, faire participer des chercheurs du pays fournisseur d'une manière telle qu'ils deviennent admissibles ou soient reconnus comme co-inventeurs d'une invention brevetable. Une telle clause devrait faire l'affaire. Cet exercice que nous venons de faire pour ce petit paragraphe, vous devrez l'appliquer à l'ensemble du contrat. Vous devrez utiliser la même approche et la même logique pour chacune des clauses de votre contrat APA. Examinez chaque détail du point de vue du juge. Votre contrat APA devra couvrir tous les scénarios et voies possibles et les traduire en langage contractuel contraignant. 3 points importants sont à retenir. Premièrement, rédigez le contrat de manière à couvrir les scénarios probables. Définissez quelles seront les actions de l'utilisateur qui nécessiteront le consentement préalable du fournisseur. Deuxièmement, définissez avec soin des points vérifiables de déclenchement des obligations de l'utilisateur. Réfléchissez à la manière dont ces points de déclenchement seront choisis et définis dans le texte. Stipulez de manière claire le modus operandi pour que le pays fournisseur puisse obtenir des informations et des preuves pour savoir si les points de déclenchement ont été atteints. Troisièmement, spécifiez clairement les conséquences et les recours qui pourront être invoqués en cas de violation de toute obligation contractuelle.